au début, on a été voir un certain nombre notamment de PDG, de gens qui avaient des responsabilités à l'intérieur de leur boîte et dont, depuis l'extérieur, tu peux dire qu'ils ont quand même une marge de manœuvre importante pour naviguer. Et en fait, ces gens-là, ils avaient pour beaucoup un double discours qui était un peu étonnant, une espèce de dissonance cognitive, parce que d'un côté, tu avais le PDG ou la PDG qui te disait « Ouais, non mais je comprends, moi j'ai des enfants, ils sont inquiets aussi, on réalise bien qu'il y a un problème. La plupart savent qu'il y a un problème de crise environnementale, au sens large, notamment climatique, parce que c'est ce qui est le plus mis en avant, mais ils le savaient très bien. Et puis ils disaient « Oui, non, je suis d'accord, c'est important. » Puis à côté de cet individu, tu as le PDG, tu as la personne qui est prise dans un système de contraintes énorme, et alors je ne les excuse pas, mais qui est prise dans un système de contraintes et qui te dit « Bah oui, mais vous êtes bien mignon, mais moi à côté, j'ai mes actionnaires, j'ai mes employés, j'ai tout un système que je fais vivre. » Qu'aujourd'hui, tu as une liberté théorique qui est très très grande. Techniquement, on peut là, maintenant, partir d'ici, partir à Charles de Gaulle, prendre un ticket pour la Thaïlande et faire l'aller-retour si on veut. Ça, c'est de la liberté théorique. Et donc, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais la grande majorité des gens ne peut pas le faire. Léa Falco, bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci. Elle s'appelle Limite, on est là pour parler de limites planétaires, limites de ressources, limites humaines et surtout on essaye de créer la meilleure chaîne possible, de créer les meilleurs contenus possibles pour que les gens puissent comprendre dans quelle merde on est, comment est-ce qu'on parvient à manager cette merde le mieux qu'on peut et comment est-ce que soit on sauve la civilisation ou pas, soit on change absolument tout. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on s'en sort et comment est-ce qu'on se prépare face à des chocs et face à, j'ai envie de dire, tu sais, quand il y a des chocs, il y a toujours des phases, des moments, et peut-être que les gens vont savoir de quoi je parle, où la culture s'effondre, où on raconte tout et n'importe quoi et que chacun y va pour sa petite vérité en se disant ma vérité de toute façon elle pèse plus sur celle des autres et c'est souvent dans les civilisations quand tout est en train de se disloquer. Donc il est important qu'on refasse corps, c'est ça le but de la chaîne. Merci à toi d'être là, comment est-ce que tu vas? Bah ça va, à part le temps qui aujourd'hui est vraiment tout pourri, ça va. Il faisait beau, faut que t'arrives, tout d'un coup il s'est mis à pleuvoir. Écoute, c'est une malédiction, ça fait 26 ans que partout où je vais il pleut, il faut en tirer les conséquences à un moment. Enfin c'est peut-être bien, c'est peut-être positif, qu'il est temps qu'on ait de la pluie. Je fais pousser l'herbe, c'est super. Voilà, exactement, c'est un bon cycle de l'eau ça. Bienvenue à vous sur cette chaîne, n'oubliez pas, si jamais vous êtes là pendant un long moment, que vous nous regardez, réduisez la résolution de votre vidéo. On ne le répète pas assez souvent, mais il y a le petit onglet qui se met juste en dessous là pour vous permettre de le faire. Et puis abonnez-vous, commentez tout au long. Et si vous voulez vraiment, alors là, nous filer un gros coup de main, n'hésitez surtout pas. Par exemple, en allant sur Tipeee, en prenant peut-être un abonnement, 1 € par mois, c'est cool, 2 €. Et merci d'ailleurs à tous les tipeurs. Je tiens quand même à le préciser, il y en a qui nous envoient des 100 balles là-dedans par mois. Merci du fond du cœur. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous permet de faire ce genre de choses, d'améliorer notre matériel et d'être ici à l'Académie du Climat qui nous offre très sympathiquement les lieux à Paris. Ça fait toujours plaisir d'être accueilli par des Français quand on est belge. Léa, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bah ouais, je m'appelle Léa Falco. J'ai plusieurs casquettes. Là, je suis là parce que je suis militante écolo dans ma vie privée, avant mon travail et après mon travail, pendant le week-end. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Pour un réveil écologique, qui est un collectif d'étudiants et de jeunes actifs dont on va peut-être reparler, qui s'est monté en 2018, au moment où il y a eu toute cette effervescence médiatique autour des jeunes pour le climat. Et récemment, là, j'ai cofondé un nouveau collectif qui s'appelle Construire l'écologie, qui lui va plus s'intéresser aux questions d'emploi dans la transformation écologique. Comment est-ce qu'on gère les disparitions d'emplois et les réapparitions d'emplois par ailleurs, en faisant en sorte de réallouer correctement les emplois pour que les gens ne se retrouvent pas simplement sur le carreau. Et puis tu as également écrit un livre. J'ai fait ça, absolument. J'ai écrit un livre dans une très chouette maison d'édition. L'Échiquier, c'est ça? Rue de l'Échiquier. Allez lire tous leurs ouvrages, notamment les incisives, qui sont la collection dans laquelle j'ai été publiée, et qui s'appelle effectivement Faire écologie ensemble, et dont le but est très similaire à ce que tu as décrit avant, essayer de comprendre comment on avance stratégiquement, donc plutôt intelligemment, et avec qui on peut ou pas faire des alliances. Avant de commencer et aller dans le vif du sujet, comment est-ce que tu vas? Vraiment, fondamentalement, avec l'actualité, je précise, nous tournons ici en octobre 2024. Nous fêtons les 1 an d'événements qui se passent malheureusement très très graves, avec le Liban maintenant qui se retrouve là-dedans, avec toujours la guerre entre Ukraine et Russie, et avec des questions écologiques. On a après les élections européennes où ça a perdu du terrain, les questions d'écologie énormément. Comment ça va la santé là-dedans, mentale? Eh bien, assez paradoxalement, je pense que ça va. Parce que quand tu es engagé en... Enfin, moi, je considère que je suis engagée en politique,
comme vous l'êtes aussi à la limite, parce qu'on travaille sur ce qu'on bon veut que demain soit. Non, c'est vrai. Eh oui. Des gens considèrent beaucoup, et d'ailleurs nous envoient souvent des commentaires en disant « j'aime pas, vous êtes trop politisé ». Alors que bon, oui, c'est vrai qu'on parle de limites planétaires, donc forcément, si on parle d'organisation de société, forcément c'est politique. Absolument, De toute façon, et je pense que c'est un truc hyper important à rappeler en permanence pour que tout le monde ait le truc en tête, c'est que tu as deux choses très différentes qui sont le partisan et le politique. Le politique, c'est l'organisation collective de la vie de la cité, et la manière dont toi, moi, nous tous, on va vivre. Et donc on a besoin de discuter collectivement de ça. Et là on fait de la politique, mais au bar le soir, quand t'es avec tes potes et que tu bois un verre et que tu refais le monde, tu fais de la politique. Quand t'es au bureau, tu fais de la politique. Quand t'es en cours, tu fais de la politique. C'est la manière dont fonctionne les sociétés. Quand tu joues à des jeux vidéo, tu tombes dans des discours politiques. Tu peux absolument tomber dans des discours politiques. Et même la manière dont est conçu ton jeu vidéo, c'est politique. Voilà, absolument tout est politique. Tu suis un cours d'économie à l'université. Bien sûr, c'est politique. Et donc ça ne veut pas dire que tout est politique dans la vie. Si tu t'assieds et que tu lis un livre, bon bah ok, tu lis un livre. Mais la manière dont tu lis ton livre, le livre que tu lis, ce qui t'a amené à le choisir, tout ça, bah, c'est un ensemble de facteurs déterminants qui sont politiques. Donc ça, il y a la politique. Et puis il y a ce qui est partisan à côté, ce qui est très différent. C'est de la politique partisane, c'est-à-dire ce qui relève d'un parti politique. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des gros soucis aujourd'hui de l'écologie politique, c'est qu'elle est considérée comme de l'écologie partisane. Quand tu dis écologie en France, bah, les gens ils pensent à Europe Écologie Les Verts, les écologistes maintenant, à la France Insoumise, à la limite au PS, voilà, ils pensent à la gauche. Ils ne pensent pas à l'idée transformante sur nos sociétés que peut être l'écologie. Bon, j'ai fait une petite digression, mais c'est vrai. Mais ça va. Globalement, ça va. Je pense que quand tu es militant, il faut à un moment réussir à peser les choses sur lesquelles tu as de la marge de manœuvre, sur lesquelles tu peux vraiment agir concrètement. Et ça ne veut pas dire que tu te fiches du reste, évidemment, mais que tu mets une espèce de distance de secours. Voilà. Moi, je suis particulièrement sensible, donc je fais attention à tout ça. Et j'essaie de me préserver au mieux en ayant la chance d'être bien entourée. Et je pense que c'est important de faire attention à ça. Entouré familialement parlant, tes proches? J'ai beaucoup d'amis qui sont super, qui sont pour beaucoup par ailleurs militants écolos aussi, donc on a eu l'apprentissage collectif de comment se préserver et réussir à se garder des moments de plaisir et de bonheur ensemble, dans un monde qui de toute évidence va pas très bien. Et partager ça, je trouve que ça aide beaucoup. Faire écologie ensemble, ça part du constat que pour l'instant on ne le fait pas, j'imagine. Ou qu'on pourrait le faire davantage. Ou qu'on pourrait le faire davantage. C'est quoi pour toi l'écologie, si tu devais donner une définition autour de ça, la définition de ton écologie et celui de ton entourage, et par exemple pour un réveil écologique, ça instille quoi, ça inspire quoi? Je vais pas parler pour un écologique parce que je suis pas porte-parole du collectif, mais tu as toujours un peu de débat autour de l'écologie. Est-ce que c'est simplement l'environnement ou est-ce que c'est l'environnement et ce qui va avec, c'est-à-dire nous petits humains un petit peu partout qui nous baladons dans cet environnement? Je pense que c'est absolument la deuxième partie, c'est-à-dire l'écologie, c'est la manière dont nous, espèces humaines, dans toute notre diversité, qui inclut la diversité sociale, la diversité économique, la diversité de genre, comment est-ce qu'on interagit avec nos environnements et la société qui a été construite et qui devient cet environnement. Et donc tu as un besoin absolument de revenir à l'intérieur des limites planétaires, mais d'avoir ce plancher social, et pour ça l'image du donut, moi me parle tout à fait, parce que c'est ça qu'il faut faire. Rester dans ce plafond qui nous permet à la fois de vivre collectivement correctement, par le haut et par le bas. Alors, quand tu dis justement que c'est ce besoin de pouvoir voir les choses à travers, non pas un cercle dont l'humanité est en dehors et décide un petit peu de tout ce qu'elle a envie de faire, sans prendre en compte toutes ses externalités, l'impact sur le vivant, c'était beaucoup ça le schéma de pensée. Donc là, l'idée, c'est de remettre l'humanité dans une sorte d'humilité, en quelque sorte, de se dire attention, on dépend de ça, on dépend de ces réserves-là, de ces ressources-là, et essayons, quand on dit plancher, de ne pas trop le dépasser, et à la fois pas d'aller trop en dessous, d'essayer d'être dans une sorte de rythme cardiaque. Maintenant, quand on parle de faire écologie ensemble, ça c'est ta définition, quelle est la définition que tu as l'impression que la Terre entière en a, de cette notion d'écologie? Alors la Terre entière, je sais pas, mais en France, tu as un gros débat. Commençons par la France. Ouais, on va élargir progressivement à tout le reste des pays. Mais en France, tu as quand même ce truc où on considère aujourd'hui assez largement dans le débat public et médiatique que ce qu'on appelle transition écologique, développement durable, transformation écologique, on peut l'appeler comme on veut, et ben en fait c'est l'ennemi de tout un tas de gens. L'ennemi des pauvres, d'abord, l'ennemi de tout un tas de catégories sociales, des agriculteurs, par exemple. Et donc, en fait, il faut se battre contre ça. Et on a écrit avec Construire l'écologie une note sur le green blaming.
C'est une nouvelle tendance, en fait, notamment de partis de droite européens, occidentaux plus largement, à rendre la transition écologique coupable de tout un tas de choses, parce que simplement ça devient un bouc émissaire très facile. Ce qui est factuellement faux. Ce qui est factuellement faux, oui, et on montre un certain nombre d'exemples dans la note en déconstruisant ces arguments qui sont relativement fallacieux, qui sont une construction par des groupes relativement organisés, parce que je parle de partis de droite, mais il y a un certain nombre d'industriels qui sont averses au changement, il y a un certain nombre de groupes sociaux qui voient très bien que leur intérêt n'est pas forcément dans une transformation écologique ambitieuse, et donc tout ça s'organise de manière assez intelligente pour construire des discours qui sont des discours de ce qu'on appelle du green blaming, qui vont repousser par nature la transition écologique en disant non, c'est pas bon pour les gens, c'est trop cher, c'est pas possible, etc. etc. Et ça, c'est un discours qu'il faut combattre. Mais on a vraiment ce prisme-là aujourd'hui, je pense, dominant de l'écologie comme repoussoir. Et c'est parce que c'est très complexe aussi, c'est difficile à expliquer. Il faut pouvoir déconstruire dans les discussions un certain nombre de préjugés qu'on a, et puis voilà, c'est pas facile. C'est drôle quand tu parles de green blaming. Je prends l'exemple concret lorsqu'il y a eu la manifestation des agriculteurs. Enfin, pas des manifestations, c'est beaucoup plus de ça. C'est le mouvement des agriculteurs. Bruxelles, d'où je viens, était énormément paralysée par les tracteurs. Ils sont venus, ils sont revenus. Et on a compris que le système, et on vous renvoie vers pas mal de vidéos parce qu'on a beaucoup parlé sur cette chaîne, et on va encore en parler forcément, on a compris que le système économique met à mal et met vraiment à genoux les agriculteurs en les emprisonnant dans un système où ils gagnent très peu d'argent, ils doivent vendre à perte pour maintenir les prix les plus bas et qui s'enrichit, dividendes actionnaires des investisseurs, de ceux qui investissent dans les grosses fermes, ceux qui investissent dans la grosse distribution, bref, FNSEA, tout ce que tu veux, et à l'échelle européenne, la Copa-Cogeca. Et donc, c'est le système économique dans lequel ils sont, qui sont tenus par des élites qui sont en place, qui mettent cette pression-là. Et pourtant, ils ont réussi effectivement à faire ce tour de magie en disant c'est à cause des normes du Green Deal, qui n'étaient pas encore en application. Qui n'étaient pas encore en application, il faut le rappeler systématiquement. Et pourtant, c'est passé. Parce que ça a été une grosse organisation. La presse, en Belgique notamment, en a parlé, avec des agriculteurs qui sont très mécontents, qui ont reçu, je crois, une note par mail disant oui, mais le Green Deal européen ne nous convient pas, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Europe, le Green Deal européen. Et toi, tu es là en mode attends, t'appelles 2-3 autorités. Non, non. Et dans nos cercles, on sait que c'est faux, mais on a beau essayer de faire du bruit, c'est trop tard. La machine est lancée, donc ce fameux green blaming, qui devient de plus en plus organisé. C'est l'ancien monde qui trouve toutes les techniques possibles et imaginables pour ne pas lâcher le steak. Oui, il y a tout un tas de raisons, je pense, mais les premières raisons sont effectivement économiques. Enfin, simplement, nous, on essaie de construire des coalitions écologistes pour faire avancer, et puis en face, il y a des coalitions carbone qui s'organisent aussi, et c'est normal. Parce qui leur permettent de s'enrichir. Oui, entre autres. Donc c'est un rapport de force entre des gens qui ne veulent pas changer leur mode de vie. Oui, oui. Qui sont au courant pourtant de ce qui se passe, parce qu'on discute avec eux un peu à l'Europe, ils sont au courant, mais qu'est-ce qui... Où ils se disent non, ça ne va pas marcher, un autre système ne peut pas marcher si on l'aurait déjà mis en place. Je pense que quand tu parles avec Pour un avec logique, au début, on a été voir un certain nombre notamment de PDG, de gens qui avaient des responsabilités à l'intérieur de leur boîte et dont, depuis l'extérieur, tu peux dire qu'ils ont quand même une marge de manœuvre importante pour naviguer. Et en fait, ces gens-là, ils avaient pour beaucoup un double discours qui était un peu étonnant, une espèce de dissonance cognitive, parce que d'un côté, tu avais le PDG ou la PDG qui te disait « Ouais, non mais je comprends, moi j'ai des enfants, ils sont inquiets aussi, on réalise bien qu'il y a un problème. La plupart savent qu'il y a un problème de crise environnementale, au sens large, notamment climatique, parce que c'est ce qui est le plus mis en avant, mais ils le savaient très bien. Et puis ils disaient « Oui, non, mais je suis d'accord, c'est important. » Puis à côté de cet individu, tu as le PDG, tu as la personne qui est prise dans un système de contraintes énorme, et alors je ne les excuse pas, mais qui est prise dans un système de contraintes et qui te dit « Bah oui, mais vous êtes bien mignon, mais moi à côté, j'ai mes actionnaires, j'ai mes employés, j'ai tout un système que je fais vivre, et donc en fait je ne peux pas changer, sinon de manière très marginale, et ça s'appelle la RSE, très marginale, mon activité. » Et là, tu entres dans un truc qu'on appelle le triangle de l'inaction, voilà, que vous avez sûrement déjà abordé dans plein d'épisodes sur cette chaîne, mais qui est cette espèce d'impossibilité à sortir du système de contraintes. De se dire que d'un côté, il y a l'individu. Bon, ok, qui commence la transformation écologique? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est lui qui doit, par exemple, mieux consommer? Est-ce que c'est lui qui doit faire des boycotts? Peut-être. De l'autre côté, tu as le monde économique, les entreprises en général, mais tout ce qui va avec.
Est-ce qu'il faut que ce soit les entreprises qui innovent? Est-ce qu'il faut que ce soit les entreprises qui bannissent certains produits? Est-ce que c'est elles qui vont faire avancer le schmilblick? Puis de l'autre côté, tu as les pouvoirs publics, au sens large. Donc là-dedans, tu as l'État, tu as les collectivités territoriales, tu as l'Europe. Tu as tout un tas de gens qui peuvent édicter de la norme. Et en fait, dans ce triangle-là, personne n'est d'accord sur qui va commencer. Parce que tu as les individus qui disent, plutôt à raison, bah ouais, mais moi, je suis un tout petit point. Je suis pris, justement... Les Chinois et les Indiens. Voilà. Je suis pris dans plein d'injonctions contradictoires. En plus, je fais pas si mal. Et puis, de toute façon, si moi je fais, ça changera absolument rien. T'as les boîtes qui te disent « Ouais, mais pareil, en fait, moi, on a l'impression que je peux faire plus de trucs, mais en fait, je suis coincée aussi parce qu'il y a ma concurrence française, européenne, internationale. J'ai tout un tas de choses à côté sur lesquelles je dois contenir du capital. Donc, c'est pas possible. Moi, je peux rien faire. Puis, en plus, les pouvoirs publics me forcent pas. Puis, t'as les pouvoirs publics de l'autre côté du triangle qui disent « Bah, les gars, nous... D'une part, on veut quand même encourager la compétitivité de nos entreprises, maintenir l'économie telle qu'elle est, et puis on n'est pas élu par nos fameux citoyens pour faire cette transformation écologique. Et donc tu te retrouves coincé là-dedans. Et là, il y a un moment où il faut avoir une théorie du changement pour pouvoir en sortir. Une idéologie, au sens noble du terme, parce qu'on passe notre vie à dire que l'idéologie, c'est un gros mot. Voilà. Dès que quelqu'un dit quelque chose... Le dogme est un gros mot. Toi, t'es un idéologue. Mais parce que dogme, c'est pas idéologie. Idéologie, c'est une grille de lecture du monde. Et en fait, c'est absolument nécessaire, parce que t'en as besoin pour avoir un avis éclairé sur les choses. Après, il y a le risque, effectivement, qu'une idéologie se transforme par un biais de confirmation en dogme. Et que donc, tu analyses plus les choses à travers ta grille de lecture, mais que tu dises immédiatement, ça, c'est ça. Plutôt que de faire ça, je pense ça, et je constate ça, donc c'est ça. Et donc, il faut absolument avoir cette idéologie, cette théorie du changement de comment tu sors de ce fameux triangle. Et là, tu as plein de manières différentes de le voir. Tu as des gens qui te disent, voilà, c'est ce premier triangle, c'est les consommateurs, qui vont être des consommateurs et qui vont faire changer notamment le système économique parce qu'ils vont se mettre à consommer plus vert, à consommer plus durable, à consommer plus responsable. Quand tu regardes un peu les chiffres, en fait, tu as peut-être 10 ou 15% de la population qui peut se permettre ça. Et donc ça ne veut pas dire que les citoyens ne sont pas importants à l'intérieur de ce système de changement, mais ça veut dire que seuls, ils ne pourront simplement pas engager une bascule. Le pouvoir, il n'est pas du côté de la consommation, il est plutôt du côté de la production. Du coup, tu te dis, bon, peut-être que c'est les boîtes. Tu as aujourd'hui un très large discours du monde économique notamment, mais d'un certain nombre d'acteurs à côté qui disent, il faut de l'innovation, il faut laisser les entreprises faire ce qu'elles veulent, et à un moment, on va y arriver. Et même si tu te dis, en fait, que tu pars du principe que tu as des entreprises qui sont volontaristes, donc qui veulent bien faire, qui sont de bonne foi, et en fait, elles ne pourraient pas le faire non plus. Parce qu'elles sont prises dans un système de contraintes, elles aussi. Nous, en tant qu'individus, quand on veut être écolo, souvent, quand même, c'est plus cher que de ne pas l'être, c'est plus compliqué que de ne pas l'être, ça prend plus de temps que de ne pas l'être, c'est aussi parfois moins socialement valorisé que de ne pas être écolo, tu passes pour le relou de service. Totalement. Et donc, tu te retrouves dans un système où tu as ce que j'appelle moi des macrostructures sociales qui font que être écolo, c'est une abnégation. Et donc, il faut vraiment, vraiment le vouloir. Et au niveau des boîtes, en fait, c'est malheureusement assez similaire. En fait, justement à cause de ces réseaux de compétition, à cause de tout un tas de petits mécanismes à l'intérieur du système financier des entreprises dont je parle un peu dans le bouquin, mais qui font que structurellement, elles ont une aversion pour l'investissement à long terme, elles sont en fait récompensées par l'investissement sur le court, voire le très court terme, elles sont aussi dans une forme de macrostructure, qui est la macrostructure économique. Et donc, évidemment, tu en as quelques-unes qui vont s'adresser aux consommateurs. Donc dire, moi je fais vert, moi je fais un peu plus cher, mais c'est plus écolo, c'est plus propre, et parfois c'est plus socialement valorisé. Voilà, parce que tu peux dire, moi je suis écolo, moi j'ai acheté ça, moi j'ai acheté bio, moi j'ai acheté des vêtements éthiques, tout ça. Mais ça reste une petite niche. Et on a besoin justement que ces toutes petites niches deviennent l'intégralité des entreprises sur le marché. Et donc là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Et donc, étant donné que tu as éliminé ces deux premiers points du triangle, tu es obligé de te tourner vers le troisième, l'État, l'Europe, les collectivités, ceux qui sont censés en théorie produire de la norme, produire des règles du jeu, et qui peuvent aider les deux autres côtés du triangle à se transformer. Parce que ça ne veut évidemment pas dire que les citoyens et les entreprises, le monde économique, ne doit rien faire. C'est absolument pas ce que je dis. C'est que pour une transformation profonde et réaliste, on ne coupera pas, à mon avis, à la législation, à la norme, à l'aide financière, pourquoi pas économique d'un certain nombre d'acteurs. Il faut absolument le faire, notamment pour les citoyens, mais pas que. Et que donc, on a besoin, in fine, d'atterrir sur ce troisième bout du triangle, qui est un État, à mon sens, qui devrait être planificateur,
plutôt que relativement libéral comme on est aujourd'hui, et qui va pouvoir distiller cette transformation écologique en l'accompagnant. Et donc à partir de là, la question c'est comment est-ce que toi, moi, en tant qu'individu, mais aussi en tant que ce qu'on appelle des entrepreneurs politiques, justement, c'est-à-dire des gens qui avons une capacité à agir, toi à travers ton média, moi à travers des associations, comment est-ce qu'on fait pour participer à ce grand changement-là, une fois que tu as cassé ce triangle de l'inaction. Et c'est un peu ça qui m'obsède, c'est de me dire, une fois qu'on a trouvé ce point-là, comment est-ce qu'on active des stratégies, puis des tactiques, pour parvenir à notre objectif. Transformer ce triangle néfaste en fait en triangle vertueux. Absolument. En quelque sorte. Est-ce qu'il y a déjà des lieux, des régions, des villes qui ont infléchi une sorte de transformation à l'échelle française, à l'échelle peut-être mondiale? J'ai parlé récemment avec Kate Raworth qui m'a parlé du Costa Rica, où tout n'est pas parfait, mais qui commence à infléchir quelque chose plus dans le vertueux, puisque c'est le seul pays qui arrive à avoir le plus possible de développement humain, le plus possible, c'est pas du tout parfait, et en même temps dont le bilan écologique, l'empreinte écologique n'empiète pas trop sur les limites planétaires, un petit peu par-ci, beaucoup moins par-là, donc ça se stabilise. Mais c'est particulier quand même le Costa Rica. Est-ce qu'il y a des exemples concrets ici, à proximité? Est-ce que tu as vu, toi, des exemples sur le terrain de ce fameux triangle qui s'inverse de la part de certains politiciens, de la part de certaines entreprises, certains individus, justement? C'est difficile à dire à un niveau macro, parce qu'en fait on est sur des choses tellement complexes que c'est difficile de discerner quel facteur fait quoi. Mais globalement, il y a plein de choses qui se passent en fait. C'est ça qui est assez positif, c'est que moi, dans la journée, je fais un travail de recherche sur la formation à la transition écologique des agents publics. Et donc je discute avec plein de gens, à plein d'endroits différents, qui font plein de choses en fait. Et qui parfois font des choses assez similaires, mais en le faisant de manière suffisamment différente pour qu'ils se nourrissent l'un l'autre et qu'ils apprennent les uns des autres. Et ça, c'est top, c'est parce qu'on a besoin, à un moment, de démonstrateurs qu'on pourra généraliser ou pas, mais en tout cas desquels on pourra tirer des enseignements. Et donc il y a plein de choses qui se font. Tu as des actions traditionnelles de RSE, de type changer les parcs automobiles, ce qui est d'autant plus important que ces parcs automobiles-là de voitures électriques pour le privé, ils vont ensuite passer dans le marché de seconde main, et donc ils vont pouvoir être acquéris par des gens, parce qu'en fait les Français globalement ils n'achètent pas de voitures neuves, notamment électriques. Tu as des actions qui vont toucher les organisations, donc encore de la RSE mais des achats, comment est-ce que tu fais en sorte de réorienter un certain nombre de ton fonctionnement. Et puis dans le domaine spécifique des acteurs publics, tu as des choses de l'ordre de la politique publique. Comment est-ce que tu fais pour organiser ton système de transport pour qu'il favorise plutôt les mobilités actives ou les mobilités partagées plutôt que la bagnole? Et tu as tout un tas de trucs comme ça, y compris des choses relativement techno, des fois. Comment est-ce que tu transformes tes analyses socio-économiques pour faire en sorte de prendre en compte le prix de tous les éléments que tu regardes, y compris les éléments sociaux ou les éléments environnementaux, et pas seulement les éléments économiques. Tout ça, c'est un tas de travail qui est en cours de manière parcellaire et qui se heurte à plein de freins et plein de facteurs. Mais dans les exemples que je vois qui réussissent, tu as plusieurs choses qui s'alignent, je pense. Tu as un peu un alignement des planètes des fois, qui sont que tu as en général une direction qui est assez partante pour tester quelque chose, et donc qui laisse un peu de liberté. Tu as des gens à l'intérieur de l'organisation qui ont envie de bouger, qui se rencontrent, qui discutent, qui trouvent des moyens d'action qui vont marcher dans leur situation. Et puis, tu as des résultats qui sont soit positifs, soit négatifs. Et en fait, c'est ça qui est important aussi, je pense, c'est de capitaliser les résultats négatifs, ou en tout cas les choses qui ne marchent pas très bien. Parce qu'on a besoin de comprendre aussi comment on avance de manière très incrémentale, très pas à pas. Donc il y a des choses qui se font, et ça c'est assez positif. Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire converger tout ça, du mieux possible, parce qu'évidemment chacun fait ses trucs dans son coin et qu'on n'a que 24 heures dans une journée, mais comment est-ce qu'on fait converger tout ça pour en tirer des leçons? En parlant de tirer des leçons, et on va parler de la convergence, c'est important, il y a une étude qui est sortie récemment qui montre les politiques climatiques dans le monde qui ont le mieux fonctionné, qui ont vraiment été mesurées, où on dit là, on sent qu'il y a eu un changement structurel, et non pas un petit truc genre super, on a supprimé les pailles en plastique et merci, bonsoir. Et sur les 1800 décisions politiques qui ont été mises en place, je crois entre 1500 et 1800, 66 se sont révélées efficaces, ce qui n'est pas grand-chose. Non. Et une s'est vraiment remontrée plus efficace que toutes les autres, et on le voit effectivement dans les courbes que depuis que telle décision a été prise
à telle échelle mondiale, locale, nationale, il y a eu un bouleversement. Je ne sais pas si tu as vu cette étude. Elle démontre que c'est taxer les entreprises polluantes. C'est le truc le plus efficace possible. La solution est là, et donc c'est intéressant quand tu dis, tiens, on peut, pourquoi pas, regarder un petit peu ce qui se fait, regarder les choses intéressantes et les appliquer. Est-ce que c'est la science, toujours au centre de ces choses-là, qu'il faut essayer de mettre en valeur le plus possible, ou est-ce qu'elle a des limites? Enfin, je veux dire, les sciences, notamment, ça c'est de l'évaluation de politique publique, du coup. Donc c'est un domaine qui est très consolidé, qui est solide, mais en fait, il y a toujours une question de qu'est-ce que tu compares à quoi. Donc là, dans ce cas-là, en fait, je connais pas l'étude en question, mais une des raisons pour lesquelles ça marche, c'est probablement déjà que ça incite à la transformation de modèle des entreprises, pas de la transformation capitalistique, parce qu'ils vont passer d'un capital fossile à un capital moins fossile, voire un peu renouvelable. Et puis que ça... C'est loin d'être parfait. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais ça, je pense qu'il faut, à ce stade-là, il faut qu'on abandonne la course à la perfection, parce que ça nous fait du mal, y compris dans nos revendications militantes, je pense. Donc ça incite à la transformation, ça réalloue les capitaux, et donc en fait c'est utile sur tout un tas de points au-delà de ça. Et puis ça participe aussi au financement de la transformation écologique, qui est quand même un point aujourd'hui qui va être capital dans les années à venir, parce qu'on entre dans une période où on nous ressort le discours de la récession. Donc cette notion-là... C'était voté à l'Europe encore avant les élections, que l'Europe devait épargner autant de milliards, et je crois que c'était évalué. Ça retombe sur les lits, des lits en moins, des médecins en moins, sur les hôpitaux. Donc de nouveau, le plan d'austérité, qui n'est pas un plan d'austérité dû à la guerre en Ukraine ou ce genre de choses, non, c'est un plan d'austérité dû à l'argent qui avait été déjà investi pour le Covid, et donc le plan de relance. Et donc là, c'est bon, maintenant qu'on a investi cet argent, maintenant il faut qu'on se serre un petit peu la ceinture, ce qui est effroyable, puisque cet argent pourrait servir, en fait, à... on a très bien compris que le coût sera supérieur, sauf si on investit maintenant, ce sera beaucoup plus intéressant de transformer la structure. Tout ça, ça demande à ce qu'on fasse écologie ensemble. Et moi, je suis belge, bruxellois, d'origine sénégalaise. L'écologie, c'était tellement pas le délire de mon père, tellement pas mon délire, jusqu'à ce que, quelquefois en question de notre chaîne en parle, en tout cas sur mon histoire, mais on n'est pas là pour parler de moi, m'éveille à ces questions-là. Mais quand j'en parle à mes frangins, mes cousins, je suis dans les écoles, je fais beaucoup les écoles où il y a certaines écoles, il y a une véritable conscience, d'autres en mode frère, on s'en balèque. Mais mon travail, c'est qu'ils s'en battent pas les couilles, donc j'utilise mes méthodes. Et faire écologie ensemble, c'est déjà en fait essayer de se demander, tiens, mais qui parle d'écologie? Et j'ai l'impression que l'écologie, je vais casser une boîte aux lettres ouverte. Allez, vas-y. C'est une transition des gens qui passent d'un modèle à un autre, mais d'élite, en fait, de centres de villes, de grandes villes européennes, Bruxelles, Copenhague, ça peut être en Suède, ça peut être voilà, une ville comme Barcelone, on est des jeunes, on a nos parents, on vit sur les rentes des parents, enfin les parents sont bien, ils sont multipropriétaires, et on a l'occasion de penser à ça. Comment faire? À partir du moment où on est dans une position de lead, position privilégiée sur ces sujets-là, pour essayer de faire écologie ensemble avec des gens qui ne vivent pas la même chose, qui sont en banlieue française, qui ont leur culture musicale et qui sont déjà complètement en fait déconnectés des France Télévisions, des RTBF, des canaux, des gros canaux en quelque sorte. C'est le meilleur exemple, c'est Greta Thunberg a été extrêmement mise en avant. Greta Thunberg est totalement consciente elle-même, il faut préciser, ce n'est pas une critique, elle est totalement consciente elle-même d'être issue d'un milieu extrêmement privilégié. Mais quand tu as Vanessa Nakate ou Liz Watiti qui sont des activistes à la fois du Kenya et d'Ouganda, qui viennent pour dire nous sommes les premiers impactés, nous essayons de changer les choses, là c'est... Et qui se font couper des photos. On les coupe des photos, on les coupe des interviews. Comment faire pour faire équipe ensemble? Je veux dire, le cas là, on est en train de tourner à Paris, on tourne en France. Tu vis en banlieue, j'en parlais avec un des cofondateurs de Banlieue Climat, c'est Sefiu, le rappeur, et qui me disait frère, on vit pas le même bail, et nous, c'est déjà la précarité, c'est déjà la sobriété. Mais quand on regarde sur les 2 tonnes à atteindre, même en banlieue, il faudra faire du taf. Tu vois, ça, c'est un truc qui reste immuable. Et que on fait partie, même si tu vis en banlieue et que tu touches le RSA, tu fais partie des 10% les plus nantis de la planète. Ce qui reste toujours quelque chose de difficilement. Comment on fait pour faire équipe là-dedans? Quand tu parles, est-ce que c'est abordé dans ton livre Écologie ensemble? Quel est ton point de vue là-dessus aussi? C'est une vaste question, je vais un peu dans tous les sens. C'est la quadrature du cercle là, ouais. Fais-toi plaisir dans la réponse. Ok, j'ai 4 heures. Ouais, t'inquiète, on a le temps. Allez, c'est parti.
Alors, il y a plein de trucs. Déjà, tu l'as dit, mais la sociologie, typiquement du vote pour ELV, c'est très clair. C'est des gens comme moi, quoi. C'est plutôt des jeunes ou des trentenaires. C'est plutôt des gens qui vivent en ville. C'est des gens qui, évidemment, se positionnent plutôt à gauche. C'est des gens qui sont plutôt CSP+, ou diplômés, donc Bac plus 3, voire Bac plus 5. Et c'est marrant, en bonne partie, c'est des femmes. Donc, moi, je suis le cliché absolu de la personne qui est militante écolo, quoi. Et c'est un problème, parce que, du coup, on passe à côté de plein d'autres luttes. Et en plus, il y a une espèce de formation disons, de l'écologie politique comme repoussoir pour tout un tas de gens, justement parce que ça ne représente pas du tout leur quotidien. Et donc, tu as la question de comment est-ce que tu fais autrement. Et ça fait partie Moi, je vois un peu 4 stratégies aujourd'hui qu'une organisation peut adopter pour participer à la coalition écologique. C'est-à-dire qu'on a chacun... Il y a un écosystème, voilà. C'est comme un espèce de tableau blanc sur lequel tu peux placer des noms d'organisations, des stratégies différentes. Et le but, c'est qu'elles s'entraident les unes les autres, avec toutes les méthodes différentes qu'elles peuvent utiliser. La première, c'est le rapport de force. Bon, voilà, on connaît, tradi. C'est beaucoup utilisé à gauche, hein, de toute façon, évidemment, le rapport de force, et c'est sur ça que ça se fonde la politique partisane en large partie à gauche, et la politique syndicale. Donc ça peut être justement des syndicats qui récupèrent ces questions écologiques et qui les intègrent dans leur travail au quotidien, dans leurs revendications, sur les besoins de formation des gens à la transition écologique, sur les besoins de rémunération de tout un tas de gens qui vont perdre leur métier ou dont le métier va devoir évoluer. Donc syndicats, mais aussi tout un tas d'assauts écolos, type les soulèvements de la terre, voilà. Eux, ils sont dans le rapport de force. Et leur rôle, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de mettre en avant un sujet pour qu'on en discute collectivement et qu'il y ait du changement sur ces choses-là. C'est le premier groupe. Tu as un deuxième groupe que j'appelle la construction de l'alternative. Des gens qui vont essayer de te montrer à quoi ton monde demain il pourrait ressembler. Donc là, tu as des chercheurs, tu as des gens comme vous qui montraient un peu des idées de tout un tas de bords différents, mais qui essaient de montrer un demain souhaitable. Tu as des artistes. Tu as des gens dans le monde économique qui font des coopératives, par exemple. Voilà, des coopératives économiques, des coopératives agricoles. Tout un tas de gens qui montrent que c'est possible, que c'est pas évident, mais que ça peut exister et qu'il y a des démonstrateurs concrets. Ce dont on parlait à l'instant, les choses qui existent déjà aujourd'hui, c'est dans la construction de l'alternative. Tu as un troisième groupe qui est le saisissement de l'interstice. Le saisissement de l'interstice. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là, hein, vraiment, il faut que je me débarrasse de ce jargon, mais là qu'on est entre nous, j'utilise les mots que j'utilise. Saisissement de l'interstice, c'est récupérer ce travail qu'ont fait le premier groupe du rapport de force, c'est-à-dire mettre sur le devant de la scène un sujet, et le travail qu'a fait le deuxième groupe, c'est-à-dire construire une alternative viable qu'on peut montrer et qu'on peut utiliser, et essayer de le mettre là où on est. C'est-à-dire, si tu es dans une boîte et que tu as une autre boîte qui a réussi à faire quelque chose, tu récupères l'idée, tu la mets chez toi. Si tu es dans une collectivité territoriale, que tu vois que quelqu'un dans une autre collectivité a fait un truc super, et bah tu le tentes chez toi. Et pour un réveil écologique, c'est typiquement un peu ça. Parce que le manifeste qu'on a écrit en 2018 et qui a été le manifeste fondateur du collectif, c'était de dire, nous, on est des jeunes surdiplômés, on a des diplômes dont malheureusement la valeur est supérieure sur le marché à celle d'autres diplômes. On trouve que c'est pas normal, mais c'est comme ça qu'est la situation. Et donc, tout en voulant changer ce système-là qui ne nous convient pas, on va pour l'instant l'exploiter en faisant en sorte d'aller bosser, en l'occurrence chez les employeurs les moins polluants, ou en tout cas les plus éthiques possibles. Ce qui est une autre question sur laquelle on pourra revenir après, c'est un peu compliqué. Mais voilà, saisir l'interstice, être à l'intérieur d'une structure et essayer de la changer grâce aux efforts des autres. Et puis tu as la quatrième stratégie, qui est celle qui est pertinente dans ce dont tu me parles, qui est le retournement du stigmate. Aujourd'hui, précisément parce que la sociologie politique des militants écolos ou des écolos en général, elle est très ciblée, on a besoin d'ouvrir la cible. Et il y a plein de gens dont on considère, et c'est ce qu'on disait au début, que la transition écologique, elle va leur être néfaste. Voilà, les pauvres parce que tout va augmenter, le prix de tout va augmenter, les agris parce qu'ils ne pourront plus, à cause du Green Deal, cultiver comme ils veulent et qu'ils auront des tas d'injonctions contradictoires, ce qui par ailleurs est vrai, ils ont des tas d'injonctions contradictoires, etc., etc. Tu peux faire la liste très longtemps. Les entreprises, parce qu'on leur ferme des opportunités économiques. Et donc, tu as des groupes à l'intérieur de cet espace-là qui vont devoir montrer que la transformation écologique telle qu'on la veut, en fait, elle va être bénéfique pour ces groupes-là. Et donc, banlieue climat, ils sont exactement dans ce retournement du stigmate. Ils disent, ouais, mais les jeunes de banlieue que vous oubliez en permanence, parce que vous montrez les jeunes militants pour le climat
qui sont les stéréotypes des jeunes militants pour le climat, mais c'est vrai aussi. C'est-à-dire, moi, en fait, non seulement il n'y a pas que, mais en plus, il faut prendre en compte des gens qui ont un vécu et une expérience complètement différente des leurs, qui sont les jeunes de banlieue. Et nous, on va vous montrer, on va vous dire que les jeunes de banlieue, ils sont là, qu'il faut les prendre en compte, qu'il faut construire avec eux, et que c'est absolument nécessaire de ne pas les oublier dans un coin. Et c'est tout à fait normal. Et tu as la même chose sur la Confédération paysanne, le fait pour l'agriculture. Dans le monde des entreprises, tu as des choses comme la Convention des entreprises pour le climat qui essaie de faire ce travail-là aussi. Retourner les stigmates. On a posé sur eux un truc qui disait pas pertinent pour la transition écologique. Un groupe qui en fait a pas besoin d'être intégré. Et eux, ils disent bah non. Attendez, non. Il faut qu'on en soit partie prenante. Et il ne faut pas seulement qu'on soit écouté. Il faut qu'on fasse partie de la construction de la doctrine du monde de demain. Et donc ces 4 stratégies-là, elles me paraissent assez complémentaires en fait. Ouais. Et identifier dans laquelle on s'inscrit, c'est la première étape, je pense, pour pouvoir travailler ensemble. C'est compliqué, on a l'impression qu'on a beau faire, c'est à contre-courant. Ça me fait un peu plus, tu sais, ça me fait un peu peur. Moi, parfois en Belgique, je suis invité dans des endroits parce que voilà, t'as vu ma couleur de peau, t'as vu mon style, t'entends mon vocabulaire, je viens d'un monde qui n'a rien à voir et on se dit, ah bah tiens, c'est bien, on peut, grâce à Vince, toucher certaines personnes, mais j'ai l'impression d'être clichéisé. En mode, ah, c'est le gars qui représente, alors que bon, je suis métissé, je suis à l'entre-deux-mondes. Mon père est noir, ma mère est blanche. Donc, ce qui fait de moi un caméléon, mais à la fois, j'ai l'impression d'être pas instrumentalisé, mais l'impression de, regardez, on a fait notre social green bon action, quoi, tu vois. Ouais, t'es un token. À quoi tu dis un token, c'est justement ce concept de t'invites un jeune, ou t'invites un noir, ou t'invites un banlieusard, ou t'invites un truc pour remplir ta case. Exactement, pour remplir la case du truc, et en mode, regardez, c'est bon, on l'a fait, mais c'est pas pour ça qu'il y a un changement drastique, c'est pas pour ça que on va... Parce que j'en connais plein, moi, des gens qui ont des origines, qui sont métissés, qui sont tout ce que tu veux, ou quoi que ce soit, qui sont rebeux, renois, et qui sont dans l'écologie. Mais c'est comme s'il y avait en fait quelque chose qui avait la vie dure. Alors, j'ai pas envie qu'on sorte trop de la conversation basée sur l'écologie, mais tout est intrinsèquement lié. Mais c'est comme s'il y avait en fait une pensée que non, on a trop habitué à ce que les grosses décisions politiques, les gros changements de société, les images de mai 68 ou tout ce que tu veux, ou encore maintenant les marches du climat, c'est le blanc bourgeois et qu'au final, ça doit passer par là et que la déconstruction elle est complexe et que dès qu'on vient avec ça, je vais être très honnête, dès que je viens avec ça en disant non mais attendez, vous pouvez quand même essayer pour l'émission là, c'est une émission sur les changer, mettez un Renoir, mettez un truc dans le genre. Ouais, mais non, en fait, il y a une offuscation, tu vois, du genre non mais on n'est pas raciste, qu'est-ce qui se passe? C'est même dur, à partir du moment où il faut faire équipe tous ensemble et pouvoir aller à des manifestations contre les violences policières, des manifestations pour les droits des femmes. Je veux dire, il y a un truc de fou. Il y a eu une manifestation pour les femmes en Belgique plus tard qu'il y a quelques mois. Il n'y avait pas de mecs. Non mais on n'était pas là quoi. Il y en avait peut-être un ou deux qui étaient dans le truc, mais c'était des femmes, ouais, pour le féminisme. Et même là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté? Au point que s'il y a des gens qui manifestent contre les violences policières, bon, c'est pas notre truc. S'il y a des gens, pareil, des ouvriers qui manifestent, bon, c'est pas notre truc. Des femmes, voilà. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a raté pour que ce soit aussi compliqué, surtout dans quelque chose qui dépend tellement de notre avenir, quoi. Si on ne fait rien, on continue dans une écologie qui est, je vais avoir mon gros SUV, avoir mon avion à hydrogène, je peux maintenir mon niveau de vie, et toi, le gars qui est à 2 tonnes, tu vas passer à 1 tonne de force. Et je vais prendre de la tonne que je peux pas utiliser, enfin je vais la prendre chez toi, quoi. Comment est-ce qu'on éveille les consciences sur ça et qu'est-ce qu'on a raté? Alors 2 choses. Déjà, je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a un truc qui est à la fois un peu paradoxal, c'est que quand les médias repèrent une figure atypique, et en fait, ils l'utilisent vachement. Tu vois, Ferris Barkat de Dans le climat, qui est super fort, qui est excellent orateur, qui est vraiment un crack en rhétorique, il a été invité partout. Parce que justement, il montrait une image différente de ce que les médias et le grand public percevaient comme un jeune engagé pour le climat. Et ça, à la fois, il y a ce truc de t'es un token, donc tu sais bien que t'es là pour remplir une case, mais je pense que ça a quand même un intérêt, jusqu'à un certain point, d'être là. Parce que ça montre quand même quelque chose. Ça montre que les militants pour le climat, c'est pas juste Léa, Arthur ou Cunégonde, quoi. C'est Ferris, c'est Samia. C'est tous ces gens qu'on ne voit pas d'habitude et qui pourtant sont là. Et tu as un truc d'identification aussi qui est évidemment hyper important. Tu te sens légitime, tu vois ça à la télé, c'est vrai que tu te dis, ah bah tiens, exactement. Lui, ok, venez, on y va, etc. C'est bien, mais tu vois, je me rappelle, il y a la marche Look Up il y a quelques années à Paris, il y avait 4 meufs qui venaient des quartiers. J'étais les voir en mode, c'est trop bien que vous soyez là et tout. Et elles me disent, ouais,
regarde, on ne ressemble pas tellement aux gens qui sont là, mais le climat c'est important. Mais... Et je dis, et quoi, et comment ça se passe quand vous... Bah, écoute, nous on est venus, mais on ne sait pas si on a envie de venir parce qu'on a l'impression que ce n'est pas notre milieu, quoi, c'est pas notre monde. Mais c'est dur, c'est vrai que les marches pour le climat, tu tapes marche pour le climat sur Google, c'est les mêmes visages, c'est les mêmes têtes, tu vois. Tu as le temps de faire ça en vérité, tu vois. Tu as le temps de te dire, ouais, tu sais quoi, je vais manifester quand tu cours derrière ta fin du mois, quand tu cours derrière ton truc. Et c'est ça qui est incroyable, c'est l'image que j'ai d'Extinction Rebellion qui bloque des autoroutes. Et un rebeu ou un Renoir fâché qui sort de son taxi, qui sort de son truc de livraison, qui les dégage et qui se fait critiquer. Alors qu'en fait, tu vois le paradoxe qui se crée devant toi. Des gens qui ont certainement eu la chance de pouvoir avoir le temps d'étudier, de creuser toutes ces questions, de lire des rapports, de se dire la situation est grave, défendent des gens qui sont prisonniers d'un système et la personne est tellement aliénée dans le système. Malgré eux. Exactement. Et finalement, elle réagit alors que ouais, mais c'est mon taf. Parce que le court terme nous empêche de nous projeter sur le long terme. Alors attention, je crois qu'il y a un gros biais, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, les limites planétaires, c'est du court terme et du moyen terme aujourd'hui, mais on a toujours l'impression que c'est pour le temps long et qu'on se dit, ouais, si j'ai envie de survivre à ça, il faut que je me fasse un maximum de thunes là maintenant, ce qui est complètement à l'heure. Vous, comment vous formez? Comment vous êtes amené à devoir expliquer à des personnes que la convergence, l'intérêt sur les questions et je sais que ça titille toujours des gens quand je parle de ça, les questions de race, les questions de genre, soient vraiment importantes là-dedans, parce que sinon, en fait, on va continuer à se séparer. Comment vous amenez à la formation et face à quel blocage, en fait, tu te retrouves? Parce qu'il n'y a rien à faire, l'ego joue beaucoup là-dedans, j'imagine. Moi, les formations que je fais, c'est davantage dans le cadre professionnel. Donc déjà, tu sors, tu sais, la personne du cadre où on m'attaque moi, c'est moralisateur. Non, c'est un truc un peu plus professionnel. Donc, tu es un peu dans ton personnage, qui est ton personnage professionnel. Donc, ça aide. Mais en fait, c'est le deuxième point que je voulais dire juste avant, c'est que je pense que un des gros blocages qu'on a, c'est justement de parler de transition écologique en appelant ça de la transition écologique. Parce qu'on arrive à cet éternel débat qui est fin du mois, fin du monde. Et en fait, il n'y a pas fin du mois d'un côté ou fin du monde de l'autre. Sauf que c'est difficile pour l'un et l'autre camp de le reconnaître. Et donc, pour relier les deux, en fait, il faut que la transition écologique, ce ne soit pas le climat, la biodiversité, l'eau, ce soit le droit de vivre dans un environnement convenable, ce soit le droit d'être en bonne santé, et donc d'avoir des enfants en bonne santé, d'avoir des amis en bonne santé, d'avoir un système de santé qui tient la route, d'avoir peut-être du temps pour soi, pour faire ce qu'on aime, pour voir les gens qu'on aime, et donc des droits gagnés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, fondamentalement, déjà quand tu parles de transition écologique, c'est un mot obus. Donc tu as des choses qui sont de l'ordre de la réactance. C'est devenu identitaire maintenant. Quand tu n'es pas pour l'écologie, tu es contre l'écologie, tu es très 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 contre l'écologie. Et ça rentre dans ton système de valeurs de te dire, moi je ne participe pas à ce truc-là écolo, qui est hors sol, qui est urbain, qui est parisien, tout ce que tu veux. Et donc, il faut sortir de ce système identitaire-là. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour ça, il faut passer par des objets très concrets. Et en fait, aujourd'hui, tout ce que tu as autour de la voiture, des bagnoles, c'est typiquement ça. C'est que c'est un objet obligé pour une grande partie des gens aujourd'hui, la voiture. Et si tu ne crées pas d'alternative à un monde dans lequel tu as besoin de la voiture, évidemment que tu as une réactance. Et que tu te mets par défaut du côté qui va te protéger, plutôt que du côté qui te dit, la voiture, c'est fini. Et donc, il faut réussir à créer ces conditions-là, parce que les gens qui prennent leur voiture pour aller à 40 km tous les matins et en revenir, c'est une minorité aujourd'hui des gens en France, mais ça existe, et ces gens-là, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Ils le font parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et qu'ils sont prisonniers de ce truc-là. Ils sont prisonniers des prix qui montent pour le gasoil ou pour l'essence. Il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et donc, il faut créer ce choix-là. L'objectif qu'on doit avoir en tant que société, c'est de créer ce que j'appelle, moi, dans le bouquin, l'écologie par défaut, mais c'est-à-dire un monde dans lequel être écolo, c'est pas une réflexion que tu as, c'est la situation initiale. C'est facile, c'est pas cher, c'est en tout cas pas plus cher que de ne pas l'être, c'est socialement valorisé, etc. Ce que tu veux, ça te fait pas perdre de temps. En gros, être écolo, demain, ça doit être ne pas être écolo aujourd'hui. Parce que ce qui est facile aujourd'hui, c'est de ne pas être écolo. Et donc, réfléchir à ça, ça demande de réfléchir à des objets hyper concrets. Et c'est ce qui se passe dans tout un tas d'endroits. Comment est-ce que tu mets en place des systèmes de transport? Je reviens souvent à cet exemple-là, mais tu en as plein d'autres. Des systèmes alimentaires qui font que tu arrives à nourrir localement, avec de plus en plus de produits verts. Oui, que ça ne vienne pas de super loin, bien sûr. Que ça ne vienne pas de loin, mais que ce soit aussi moins carné, parce qu'on sait qu'on a besoin de manger moins de viande pour la transition écologique, mais aussi pour notre santé, par ailleurs. Ça, c'est important. On mange trop de viande, notamment rouge, aujourd'hui, pour notre santé. Et donc, tu as vraiment ce truc-là de pouvoir recadrer progressivement, disons, le champ de nos possibles. Parce qu'aujourd'hui, tu as une liberté théorique qui est très très grande.
techniquement, on peut là, maintenant, partir d'ici, partir à Charles de Gaulle, prendre un ticket pour la Thaïlande et faire l'aller-retour si on veut. Ça, c'est de la liberté théorique. Et donc, il y a des gens qui peuvent le faire. Mais la grande majorité des gens ne peut pas le faire. Parce qu'on est dans des systèmes de contraintes qui font que notre liberté réelle est en fait toute petite. Et je pense que ce qu'il y a à construire comme projet politique, au sens de projet de société, c'est de réduire cette liberté théorique, qui en fait ne profite pas à beaucoup de monde, et agrandir la liberté réelle de chacun. C'est-à-dire, par exemple, Je t'interromps vite, garde-le bien, la réalité réelle de chacun. Je t'interromps vite. Le problème, c'est que cette liberté théorique est de la boussole et le schéma de croyance qui 90%, 90% je te traduis, de la population mondiale qui n'a jamais pris l'avion se dit ouais, je vais vivre comme les 10%. Enfin, c'est effroyable ce mensonge à l'échelle planétaire. Mais continue. Oui, je suis absolument d'accord avec toi. Et donc, tu as à la fois ce truc-là de... Alors, je finis sur mon... Parce que l'avion, imaginons que tu n'aies plus le droit de prendre l'avion exactement comme tu veux et que tu aies un système de quotas ou quoi que ce soit. Et à côté de cette fermeture d'un droit, qui est le droit théorique de prendre l'avion quand tu veux, on pourrait imaginer des systèmes d'ouverture de droits réels. C'est-à-dire, tu as des vacances chaque année, et puis on t'offre, par exemple, un aller-retour en train, là où tu veux. Voilà, on ferme un droit théorique, on en ouvre un droit réel. Et après, tu as effectivement cette question de l'imaginaire, de l'aspiration. C'est-à-dire, c'est quoi le rêve aujourd'hui? C'est quoi, à quoi les gens ont envie de ressembler et comment les gens ont envie de vivre? Et aujourd'hui, c'est clair, on vit dans un monde consumériste où ce qui est valorisé, c'est d'aller vite, d'aller loin, d'être occupé en permanence, voilà. Et donc d'accumuler des possessions plus ou moins utiles, souvent moins que plus. Et donc on entre dans un système où on a besoin aussi de faire évoluer ces images-là, mais paradoxalement, alors qu'aujourd'hui tu as le développement d'influenceurs écolos ou proto-écolos, disons, de gens qui... Toujours une minorité par rapport à l'ensemble des réseaux. Voilà, c'est ça, c'est que ça reste une minorité qui ne touche qu'une minorité, et qu'aujourd'hui, les jeunes, le modèle d'aspiration et de réussite qu'on leur propose, c'est d'aller prendre l'avion tous les 4 matins pour partir en week-end ou en voyage, de manger dans des endroits super, d'avoir autant de vêtements qu'il y a 2 jours dans l'année, parce que c'est ce qui est valorisé. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est normal. C'est parce que simplement, c'est ce qu'on leur vend comme étant la réussite. Et donc, je ne sais pas quelle est la formule magique pour faire changer ça, il n'y en a probablement pas, parce que sinon ce serait pratique. Mais tu as fondamentalement ce truc-là de on ne peut pas incriminer les gens d'apprécier ce qu'on leur a appris à apprécier. Oui, c'est comme s'il fallait plusieurs générations en fait, pour changer notre culture et aspirer nos aspirations. Parce que c'est vrai, les jeunes, les 18-24 ans, sont les plus gros consommateurs d'aviation. Tu finis l'école, peut-être dans ton année sabbatique, tu as les moyens, tu as les capacités, tu te dis, allez, c'est le moment, quoi. Je suis solo, c'est le moment où tu arpentes le monde, et tu y prends goût, hein, parce qu'à partir du moment où tu as toujours vécu sous la contrainte du toit familial des parents, dès que tu atteins tes 18 ans ou plus, et que tu as ta liberté en tant qu'adulte, et que tu as tes premiers salaires, tes premiers jobs étudiants, mais il se passe quelque chose dans ta tête. Hein. Cette autonomie, on en est vite accro, et alors c'est bon, je prends l'avion, et puis d'où le fait qu'on soit très consommateur, et puis effectivement, les réseaux sociaux n'y aident pas beaucoup, sans rentrer dans le booming façon de parler, et on est sur YouTube. Hein. C'est que on est sur des GAFAM américaines dont les algorithmes mettent en valeur les systèmes de valeurs américains qui aujourd'hui se sont diffusés dans notre musique actuelle. Hein. Le rap français est devenu du rap américain bis dans les valeurs morales, dans les valeurs de possession matérielle. Et je parle des gros hit singles hein, parce qu'il y a des artistes qui arrivent toujours à rester entre guillemets dans du rap conscient façon de parler, mais en tout cas globalement le discours s'est américanisé et donc créer un schéma. Alors moi c'est ça que je dis, c'est quand je vais dans les écoles, on vient me parler en privé en me disant moi monsieur, c'est pas un métier que je veux faire, moi c'est me faire du cash, je dois faire la thune, je dois d'une façon ou d'une autre. Alors je dis que dans la transition il y a des moyens, dans la transition c'est large, mais je dis il y a plein de possibilités pour aussi se faire de l'argent, pour aussi gagner de l'argent, mais que cette notion de se faire de l'argent est devenue plus important que j'aspire à tel et tel métier. C'est pour ça que j'essaie toujours un peu de me poser des questions en me disant mais que vit je ne considère pas comme un vieillard non plus, mais toi tu as dans la vingtaine, Léa. Comment ça se passe? Tu as la tête dans le guidon. Maintenant je suis dans la deuxième partie de vingtaine, donc fais gaffe. Hein. Moi aussi c'est la retraite qui sonne grand pas. Ça va changer. T'inquiète, 64 ans, 65, 70 peut-être d'ici là. Attention, d'ici à ce qu'on y arrive. Exactement. Mais tu vois, ces injonctions contradictoires que cette génération vit là, ils vivent quand même quelque chose qui est assez
on va dire, paradoxale, mais pure. C'est une singularité de leur générationnelle. C'est la première génération, je pense, de 18-24, Emma un peu moins, un peu plus, qui n'a jamais eu autant d'informations sur l'écologie, le changement climatique, les limites planétaires, la biodiversité. Attention, en fait, il faut faire attention à ça, il faut transformer ça, il faut transformer politiquement, il faut prendre son pouvoir politique. Et à la fois, c'est celle qui a le plus d'informations basées sur les stimuli de dopamine du cerveau, de vis ça, il faut que tu aies cette life-là, etc. Les films, le Netflix, tout ce que tu veux. Waouh, c'est compliqué cette schizophrénie un peu, je ne sais pas si c'est le bon terme qu'on peut utiliser, dites-nous un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Comment est-ce c'est via quelle approche quoi? Parce que c'est pas aussi binaire, c'est pas aussi manichéen, soit tu es dans la consommation à fond, soit tu n'y es pas, non, c'est que tu es toujours un pied entre les deux. Comment on y voit un peu plus clair là-dedans? Si j'avais la réponse, je serais en train de la vendre partout. Parce que c'est comme ça qu'on va faire l'écologie ensemble, tu vois. C'est en se départissant d'un certain nombre de systèmes de valeurs. Sauf que le problème, c'est que les systèmes de valeurs, c'est justement, si tu les attaques trop frontalement, et bah, t'as de la réactance. Comme on en parlait. Il faut attendre quoi? Peut-être que le système de valeurs s'effondre? Bah, moi, je suis pas trop effondriste. Je suis plutôt essayer de trouver des solutions, disons, dans l'entre-deux. Mais quand je dis qu'il s'effondre, c'est-à-dire que toi, t'es fan de gaming, les jeux vidéo. Moi, j'ai acheté mon jeu vidéo à 40 balles. Aujourd'hui, le jeu vidéo, il passe à 80, 120. De moins en moins de gens ont accès à ça. D'où le fait que tu as pas mal de plateformes comme Twitch qui explosent, ou que les gens regardent beaucoup des gens jouer à des jeux vidéo parce qu'ils n'auront pas les moyens de l'acheter. Et donc, du coup, ils prennent du plaisir. Enfin, c'est un plaisir que tu transfères, tu vis par procuration, hein, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces promesses de l'aviation, il n'y a rien à faire. C'est moins cher que le train en global, mais ça reste quand même cher de prendre l'avion. C'est 1500 balles. Hein. Bah, ça dépend pour aller où. Ça dépend si tu veux à Ryanair. Oui, si tu veux. C'est ça. En fait, tu peux avoir un week-end à Istanbul ou à Rome pour rien. Ouais. Exactement. Je parle plus si tu veux prendre un long courrier qui va coûter plus cher. Mais c'est-à-dire que c'est quoi? Est-ce que le système va réussir à garder les prix le plus bas possible pour pouvoir continuer à être rentable? Ou au final, naturellement, le système de valeur va s'effondrer parce qu'il y aura des espoirs déçus, des gens qui se diront « je ne pourrais pas avoir accès à ça en fait ». Donc autant que je trouve mon plaisir dans autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Bah, tu vois, c'est ça le double enjeu, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas un renoncement trop difficile. Parce qu'il y aura des renoncements, enfin, par rapport à cette liberté. On est déjà dedans, il y a des renoncements en ce moment. Oui, mais on est dans une période d'entre-deux quand même. C'est pour ça, je pense qu'on est dans une forme de flou. C'est qu'on a pris conscience que collectivement, globalement, en tant que société, qu'il y avait une crise climatique, notamment. Une crise environnementale, on n'est pas encore tout à fait très exposé à ça. Mais qu'il y avait une crise climatique. On sait qu'il faut faire quelque chose, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est quand même pas clair. Il y a des choses qui se font, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faudra en faire plus? Comment? Il y a plein de gens qui disent qu'on sait comment il faut faire. Moi, je pense pas qu'on sache comment il faut faire. Et que ça va être très graduel, qu'on va tester des choses, qu'il y en a qui vont réussir et la plupart pas, et qu'il va falloir progressivement construire à partir de ça. Et que, moi, je crois pas à l'effondrement de nos sociétés, mais je pense qu'il y a quand même une assez large chance que si on se débrouille mal, on vive vraiment beaucoup moins bien dans 50, 60, 70 ans. Et donc, tu as un vrai renversement de paradigme à faire, qui est encore une fois, qu'est-ce qui est valorisé? Tu vois, l'exemple de Twitch, je trouve ça intéressant parce que tu as autre chose que du plaisir par procuration à regarder quelqu'un jouer. Je pense que tu as aussi un esprit de communauté qui anime vachement les gens, pour des raisons que je comprends. Et en fait, c'est comme un match de foot, c'est le même délire. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des gens autour de toi qui vivent la même chose que toi, avec qui tu peux partager des trucs. Et en fait, à un moment, ce qu'on aime, nous, en tant qu'humains, c'est quand même assez largement ça. Et donc, il y a quelque chose dans le lien social, je pense, qui est super fort. Et j'ai pas la solution de comment est-ce qu'on fait pour le réanimer et pour se plonger collectivement dans un truc où on sort de chacun dans son coin et on se réunit autour de valeurs communes. Mais je pense qu'il y a quand même de l'ordre du lien social à recréer. Et donc ça passe par des assos de quartier, mais des syndicats, tout ce que tu veux de manière un peu institutionnelle, mais juste des groupes de potes dans lesquels tu discutes, pouvoir en parler à sa famille. Le dernier chapitre du bouquin, là, c'est comment est-ce que je fais à mon niveau, à moi, qui suis juste un individu, comment est-ce que je fais pour pouvoir agir et avoir l'impression de servir à quelque chose. Et je dis que selon la situation sociale déjà, c'est très différent. Tu vois, malheureusement, moi j'ai beaucoup plus de moyens d'action que n'en ont mes parents, et il faut l'accepter, et c'est ok, et c'est comme ça. On a envie de changer ce système-là, mais aujourd'hui il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Et donc ça veut dire que selon ta position sociale, économique, tout ce que tu veux, tu as des moyens d'action différents. Le premier que tout le monde a globalement, c'est de discuter avec les gens autour de toi. Voilà. Parce que le premier média d'information des gens, c'est pas la presse, c'est pas la télé, c'est pas la radio, en fait c'est ses proches.
C'est les relais d'opinion qu'il y a autour de nous, les gens avec qui on discute. Et donc parler de ça autour de soi, de la transition écologique, des questions que ça nous pose, parce que personne n'a toutes les réponses, et ça met aussi des petites graines progressivement. Et puis quand c'est quelqu'un qu'on connaît qui nous en parle, ça défait quand même ce truc un peu de « c'est pas pour moi, c'est lointain, ça se raccroche à rien de ce que moi je vis ». Et il y a une association qui s'appelle Parlons Climat, qui a tout un tas de recommandations sur comment est-ce que vous pouvez parler à vos proches du changement climatique. Et donc c'est notamment en n'étant pas désespérant ou alarmiste, en essayant de comprendre leur situation, donc les contraintes, ce que moi j'appelle les macro-structures, donc les trucs qui font que vous faites les choses d'une certaine manière et pas d'une autre, en ayant des alternatives à proposer, en étant dans l'écoute, tout simplement, en évitant ce truc-là de réactance, de dispute, tout bêtement. Donc en parler dans son groupe d'appartenance, dans son entourage, c'est déjà un premier pas. Et puis après, selon là où tu es, tu peux justement t'engager dans un syndicat, tu peux t'engager dans le groupe un peu engagé de ta boîte, ou le créer à partir de rien, t'engager dans des assos, aller voter, évidemment, c'est hyper important. Mais voilà, il y a des choses qu'on peut faire à travers ces corps intermédiaires, ces choses qui nous relient dans la société. Et donc il n'y a pas malheureusement de manière magique d'avancer. Je pense qu'une des grosses choses à faire, c'est de réussir à construire par petits groupes des choses qu'on pourra ensuite partager à d'autres. Et moi, je crois beaucoup à ça, qu'on avancera de manière un peu incrémentale. J'écris que justement, je crois plus à plein de petits matins qu'au grand soir. Parce qu'à mon avis, ça va être le fameux grand soir, oui. Très incrémental. Oui. Tu vois, on construira petit à petit un truc, et puis on a chacun une petite pierre de la muraille de Chine. Et donc à la fin, petite pierre après petite pierre, tu arrives quand même à construire un truc. En gardant en tête que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités, mais que quand même, il y a des choses à faire. C'est incroyable. Tu sais, ce que tu me racontes là me fait penser à un graphe. C'est le plus beau compliment qu'on ne m'ait jamais fait. J'adore les graphes. C'est vrai. Ouais. Attends, je ne sais pas si tu connais ce graphe. C'est la population et le développement humain il y a 20 000 ans, plus dans 20 000 ans, et avec au milieu un pic qu'on appelle donc le battement, enfin le pulse, le carbone pulse. Le battement la singularité carbone. Énergétique. Voilà, c'est ce moment où tout d'un coup la civilisation fait pouf, et parce que les réserves sont limitées, ou devrais-je dire que le fait de pouvoir y accéder, nos capacités y sont limitées, et que quoi qu'il arrive, ça entraîne un changement climatique, fondement de la biodiversité, qui fait que la société se transforme. Et c'est intéressant parce que dans ce graphe, il y a toujours, moi j'imagine toujours un point d'interrogation d'ailleurs en disant mais qu'est-ce qui va se passer demain? Et qu'au final, tu sais, l'effondrement, le fameux grand soir, tout le monde, la révolution, tout le monde sort, ça se passe, ou alors il y a un élément qui fait que boum, on perd tout, Internet, tout en même temps. C'est très des films blockbusters, alors que c'est plus quelque chose qui se distille sur le temps long, mais quelque chose qui périclite sur le temps long se reconstruit aussi sur le temps long, en quelque sorte, puisque l'humain est très doué pour se réorganiser. Moi, je pense que les plus belles expériences que j'ai vues de ma vie, c'était au Sénégal, dans des moments de longues coupures de courant, de longues coupures d'eau, de moments où il y a des problèmes. Il y a une sorte d'instinct qui émane de nous. Alors, ça fait des malheurs, il ne faut pas se leurrer, clairement. Mais il y a un instinct naturel qui émane, c'est celui de l'entraide. Donc de la deuxième loi de la jungle, c'est ce côté où on va tous ensemble serrer les coudes et avancer. Et je l'ai vu, j'en étais témoin. Je pense qu'on a aussi été témoin de ça pendant la période Covid où tout le monde, alors on n'était pas à aider les médecins, mais on a tous été applaudir à 20h en même temps. Et que j'ai l'impression que la contrainte, quelque chose qui nous tombe dessus sur le temps long aussi, crée des alternatives qu'on est déjà en train de mettre en place en quelque sorte. C'est un petit peu ce à quoi on essaie d'œuvrer, que vous œuvrez pour se réveiller écologiquement parlant, que nous on essaie de faire sur limite. Et là où je veux t'amener, c'est on a l'impression qu'il y a des gens qui nous mettent des bâtons dans les roues, même sur ces nouveaux mondes possibles, ces nouvelles possibilités. On en a parlé tout à l'heure, on a bien compris qu'il y a de la réactance, il y a de oui mais je veux pas, j'ai toujours cru en ce système, donc je vais pas m'y mettre. Mais c'est quoi récemment, toi, la chose qui t'a vraiment énervé, où tu t'es dit, dernièrement, tu t'es dit, ça c'est déconné, là de nouveau ils se foutent de notre gueule, et vraiment qui te l'a mis mal, quoi. C'était quoi? C'est hyper bête, mais en fait, j'ai vu récemment une vidéo de l'INA. Tu sais qu'ils font en France, ils font, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, et ils font des archives. Ouais, souvent ils font des archives. Et en fait, j'ai vu une vidéo de l'INA sur les archives du réchauffement climatique et de la connaissance ou pas du réchauffement climatique. Et donc en fait, ils te montrent depuis 40 ans que ça passe à la télé, dans les JT, dans des phrases qui sont exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment bête, mais il y avait un JT, un extrait de JT qui datait de 97. Et moi, je suis née en 98. Et où le journaliste prononce exactement les mêmes mots qu'aujourd'hui, tu vois. Et je sais pas, ça m'a fait un truc de me dire, putain,
nos vies, ça aurait pu être différent, tu vois. Ça aurait pu être autre chose que... alors, d'être militant écolo, ce qui par ailleurs me satisfait très bien, hein, parce que voilà, je trouve ça vraiment hyper intéressant. L'altruisme. Bah non, parce que tu as aussi un côté satisfaction sociale, tu vois. Là, tu m'invites à parler des trucs, je m'écoute parler, je me dis, waouh, super. Enfin, tu vois, tu as un truc... ton estime de toi qui... Non, mais notamment pour des gens qui sont exposés comme moi, c'est que tu as beaucoup de valorisation sociale, et puis tu trouves des cercles sociaux aussi. Donc, tu as quand même un truc vraiment très positif dans le fait d'être militant. C'est pas juste de l'abnégation du tout, sinon on ne tiendrait pas, moi la première. Mais tu vois, me dire, putain, on savait très bien quoi. On savait très bien, et pour autant, il a fallu attendre 2018-2019 pour que le sujet arrive à l'agenda. Vraiment, sérieusement, ça m'a saoulé. Ouais. Du coup, c'est techniquement pas récent, parce que c'était il y a presque 30 ans, mais récent dans ma vie à moi d'avoir vu ce truc-là, ça m'a... La chose qu'il faut absolument lutter contre, tous ensemble, le plus rapidement possible, c'est quoi? S'il y a bien quelque chose, toi tu avais tout d'un coup une baguette magique qui te permettait de dire, eh ben là maintenant, je suis capable de créer un mouvement pour lutter contre quelque chose, mais tous ensemble, c'est quoi? Eh ben, je dirais un truc qui n'a rien à voir, qui sont les paradis fiscaux, ou l'évasion fiscale. Parce qu'on a 11 300 milliards ouais, il y a un peu de sous un peu partout. Qui partent chaque année, c'est ça? Ouais, et puis qui pourraient nous servir à tout un tas de choses, quand même, à l'époque où on a un service de santé à reconstruire, un service scolaire et éducatif à reconstruire, toute une transformation écologique à monter en place, tout un tas de questions sur les emplois, voilà. Et ben on pourrait utiliser ce truc-là. Donc en fait, ça n'a pas tant à voir avec la transformation écologique au sens strict, c'est-à-dire au sens où on l'entend dans le débat public, carbone, biodiversité, tout ce que tu veux, mais en fait ça a fondamentalement à voir avec le fonctionnement de nos sociétés et l'injustice. Parce que, ça dit beaucoup, ça, c'est quand même ce poids d'évasion fiscale, et que ce soit pas autant abordé que le travail au noir, que le fait de remettre la faute sur des migrants, des trucs dans le genre. Ça t'inspire quoi, ça? Oh bah, t'as plein de gens qui travaillent sur les raisons pour lesquelles, justement, les crimes des cols blancs, c'est-à-dire des gens avec un petit costume, violence qu'on accepte. Ouais, absolument. Prenez la vaseline, allez-y, monsieur. C'est pourquoi est-ce que certains crimes sont mieux acceptés que d'autres? Simplement parce que, voilà, non seulement c'est fait par l'élite, en général, quand même, quand tu peux planquer d'un peu d'argent aux îles Caïmans, on sait que le reste du temps ça va. Et puis, on en entend quand même vraiment assez peu parler par rapport à l'ampleur de ce que c'est. Et donc tu as toujours ce truc un peu... Tu as des sociologues qui parlent de triangulation. Alors, encore une autre chose que le triangle d'inaction. Je te promets, je te refais pas mon tunnel de parole, mais de se dire, il y a toi, il y a les plus riches, et puis il y a les plus pauvres. Et en fait, tu as plutôt envie de taper sur les plus pauvres que sur les plus riches, parce que tu te dis, ouais, quand même, soit ils sont plus aidés, soit moi je suis mieux loti, mais quand même, la vie est dure. Beaucoup d'ego là-dedans. Pas que de l'ego, je pense, mais une partie d'ego. Mais en tout cas, tu vois, moi je crois beaucoup au déterminisme. Au fait que les gens sont comme ils sont pour une raison. Et que la raison, c'est le fait qu'on soit élevé dans un certain monde, avec certaines valeurs, que la télé, les réseaux sociaux, tout ce que tu veux, nous pousse à penser d'une certaine manière. Et que donc, du coup, en fait, paradoxalement, il n'y a pas que de l'ego. C'est pas que de la volonté individuelle de penser comme ça et d'agir comme ça. Et donc, tu as une vraie question aussi de comment, structurellement, tu fais en sorte de pouvoir mettre, par exemple, sur le devant de la scène, les paradis fiscaux, plutôt que les gars qui fraudent à la Sécu et qui représentent, je crois, 200 fois moins, ou un truc comme ça. Oui, nettement oui, infiniment moins. Mais c'est intéressant, c'est comme si, en fait, on voulait tous, pas tous, non, c'est faux, mais qu'il y a une espérance, tu sais, de... Je reprends toujours, tu as les 1% d'ultra riches, puis tu as les 10% de riches. Donc les 1% d'ultra riches, ils sont à 65 tonnes de CO2 en moyenne, et encore là-dedans, tu en as qui sont beaucoup plus. Les 0,1, là, c'est encore pire, enfin, c'est des rapports d'Oxfam. Les 10% sont à 10 tonnes, et puis la moitié de l'humanité est entre 4 et 1, quoi. Enfin, et même beaucoup, et bien moins de 1. La moitié, c'est moins de 1%, c'est moins de 1 tonne, et 40% de l'humanité, c'est moins de 3, 4. Moins de 3. Mais c'est comme si, en fait, nous, dans les 10%, pendant que les riches nous entubent, nettement, dans le système économique, on se dit toujours, ouais, mais peut-être que je vais en faire partie. Peut-être que si je bosse, tu vois, t'as l'espérance, tu vois. Ouais, mais je vais pas critiquer un truc, je suis plus près d'être de ce côté-là, du bon côté, entre guillemets, dans le paradigme actuel, du bon côté de la force, en tout cas, plus tellement par rapport aux limites planétaires, que de tomber de l'autre côté. Oui, mais tu vois, paradoxalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est que dans les 10% au niveau mondial, bah, en fait, il y a des gens qui sont dans des situations de détresse en France. Oui, quoi. Et c'est ça qui est difficile.
C'est ça. Mais oui, parce que si tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais dans un pays qui coûte cher, bah, tu es dans une situation de pauvreté. Oui, ça, je vous ramène à notre discussion avec Olivier de Scutter, très intéressante, je vous mets le lien en description, qui explique très très bien ce concept, ce phénomène. Des choses positives, des choses qui t'ont par contre égayé. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? À part cette interview, quelque chose où tu t'es dit, ah, ça c'est plutôt cool. Bah alors dans les derniers mois, je t'avoue que c'était quand même pas tout à fait la joie en France. On est d'accord, oui. Pas qu'en France, en Europe. Moi, j'ai quand même été vraiment contente dans ce moment de misère intellectuelle absolue qu'on est en train de vivre, de la réaction des partis de gauche en France au lendemain de l'annonce de la dissolution. En fait, on a eu du coup cette dissolution de l'Assemblée nationale, et dont un des buts était très probablement de fracturer les partis de gauche et de les faire se lancer dans la bataille des législatives, chacun de leur côté. Et en fait, je pense que c'était 2 jours après l'annonce de la dissolution, ils ont annoncé qu'ils partaient collectivement dans le nouveau Front populaire. Ce qui était inattendu. Ouais, mais surtout aussi rapidement. Ça, c'était vraiment un truc positif, symbolique, fort, quoi. Donc ça m'a bien... Après le petit coup sur la gueule de la dissolution... Oui, et puis je pense qu'il y a eu un vrai problème démocratique, puisqu'il n'y a pas eu enfin voilà, c'est ce qui a eu la majorité, malgré tout, puis ça chipote, oui, mais on a l'impression que le front républicain, vous avez appelé ça, qui était plus toute la gauche avec Emmanuel Macron, façon de parler, en fait, son parti, c'est pas... Il s'appelle comment encore ? Ensemble. Ça a changé de nom récemment, mais En Marche Ensemble. Voilà, En Marche Ensemble. Et que ça a viré de l'autre côté en mode, là maintenant c'est En Marche Ensemble, les LR, les autres LR, nanana, et le RN. Et là tu dis, mais qu'est-ce que... Vraiment, en fait, ça devient une misbrouille en matière. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un téléphone qui fait un buzz sur le micro. Et là ? Non, c'est parce que la pile est plate. La batterie est plate. Ou ça va tenir jusqu'à la fin, tu penses ? Il va tenir jusqu'à la fin, mais t'entends le buzz ? Non, c'est bon là. Ah, c'est bon, ça va. De toute façon, c'est la conclusion. C'est la conclusion, de toute façon. J'arrive à la conclusion. Donc, vraiment, il y a un bordel politique qui est très difficile à comprendre, et ça ne se passe pas que là. On sent que c'est en train de basculer. Mais malgré tout, ce rassemblement, à toi, là, tu t'es dit, tiens, ça, c'est un signe positif. Ça veut dire que. Bah oui, parce que ça veut dire que. Enfin, ça veut dire qu'on a quand même des forces en France qui peuvent faire gagner des idées auxquelles on croit plus ou moins. Moi, je conçois pas mal le vote comme un bus. Tu vois, c'est pas un truc qui va t'emmener de ton point de départ à ton point d'arrivée. Il va falloir marcher un peu pour aller jusqu'à ton point de départ, là où tu prends le bus. Puis une fois que tu es arrivé, il faut remarcher pour soit arriver où tu veux, soit prendre un autre bus. Mais en tout cas, il faut prendre un truc qui te rapproche, quoi. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'options dans le paysage politique qui nous rapprochent du monde dont on a envie. Et c'est ça qui est un peu dramatique. Puis, en fait, c'est tout le problème, tout le problème est un peu partout malheureusement, mais tout le problème est là, c'est qu'on a une crise démocratique, on a une crise sociale, on a une crise environnementale, on a un continent qui globalement va plutôt pas dans la bonne direction pour nous en termes partisans, politiques, en termes d'orientation du débat. Et tout ça s'accumule les uns aux autres. Et en fait, c'est l'accumulation de tout ça qui va faire à un moment qu'il y aura un crack ou pas. C'est pas tant des éléments par-ci par-là. C'est que la crise sociale, elle a déjà eu plein d'effets, la crise environnementale, elle en a déjà plein, et on peut pas séparer tous ces éléments-là. C'est tout le malheur des choses systémiques. Mais là, c'est plus une incantation. On est en train de le voir très concrètement prendre naissance devant nos yeux. Léa, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce que tu proposes comme conseil aux gens qui ont regardé cette vidéo? Le plus difficile, c'est ce qu'on peut me souhaiter. Moi, honnêtement, de continuer comme ça. Ça va. Moi, j'ai trouvé un équilibre assez chouette quand même entre vie pro, vie perso, vie militante. Et je suis contente de ce qui se passe dans ma vie. Donc, souhaitez-moi que ça continue. Et ce que je souhaite aux gens, c'est d'aller bien aussi. Parce que c'est quand même une période compliquée. Moi, j'ai plein de groupes qui se déchirent plus ou moins autour de moi, autour de discussions politiques, sur le degré de radicalité ou de consensus auquel il faut parvenir, notamment dans les groupes militants. Et je pense qu'il faut qu'on prenne soin de nous, qu'on prenne soin des autres, et que, mine de rien, c'est pas si évident. Donc, si vous êtes très engagé dans les questions environnementales, dans les questions sociales, dans ce que vous voulez, continuez à l'être et faites ce que vous pouvez, ce qui vous fait du bien, sans pour autant être trop dans la négation, sans pour autant vous faire disparaître au profit d'une cause, parce que je pense que c'est quand même nécessaire d'avoir des respirations pour soi, et que c'est pas toujours facile de se le dire et d'accepter de le faire.
Et si vous n'êtes pas encore engagé ou si vous hésitez à sauter le pas, il y a plein d'endroits dans lesquels vous pouvez le faire, que ce soit pour l'environnement, pour le social, pour les migrants, pour l'hôpital, pour l'alphabétisation, la scolarisation, ce que vous voulez. Il y a plein d'endroits dans lesquels on peut s'engager et il y a des premières étapes assez faciles. Prenez contact avec une asso dans votre coin ou alors si vous voulez vous impliquer dans le cadre du travail, il y a des outils pour le faire. Sur le site de Pour un rêve écologique, il y a plein de choses. Pareil, si vous voulez le faire côté syndical, peut-être que là, on est dans une période où, paradoxalement, les corps intermédiaires n'ont jamais été aussi faibles. On est une société très atomisée, mais ils n'ont jamais été aussi nécessaires. Et si on peut participer un peu à l'échelle collective, mais aussi à l'échelle individuelle, à les réanimer un petit peu, à faire qu'on arrive à construire du commun, avec toutes les différences et tous les désaccords qu'on a, et ben, je pense qu'on avance quand même dans la bonne direction. Et qu'à un moment ou un autre, ça nous servira à quelque chose. Voilà, parce que tu vois, pourquoi je te parle du moment où les partis de gauche se sont mis d'accord pour se présenter ensemble, c'est parce que ça voulait dire que malgré toutes les difficultés qu'il y a eu avec la NUPES, et qui sont légitimes, qui sont évidemment légitimes, et ben, il restait suffisamment d'ennemis communs, de ressenti d'un destin commun ou d'une obligation commune pour pouvoir se rassembler. Et que ça, je pense que c'est important qu'on le cultive avec des gens avec lesquels on est d'accord, disons, à 75%. Ça me paraîtrait important de se dire ça. Léa, merci de ta merci visite. à toi. Quand tu veux, tu reviens sur la chaîne. Demain, écoute. Je t'envoie toute ma force. Garde ton smile, garde ta bonne vibe. Elle a toujours eu ce côté-là. Ça donne envie de la suivre en mode on y va tous ensemble. Abonnez-vous, likez, commentez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous filer un coup de main si jamais vous en avez l'opportunité aussi. Rien ne vous oblige. Sur le Tipeee, voilà, ça aide le réalisateur qui est ici derrière notamment. C'est la deuxième fois que je le dis dans un tournage. Et puis tout l'ensemble de la chaîne. N'oubliez pas limite.media aussi. Donc tous les liens sont en description. Léa, je te fais un check. T'as d'être ça. Check à vous. Merci. Engagez-vous, commentez pour le reach, c'est important. It's a wrap.